tous s'utilisent de façon extrêmement agréable. Attention à l'eau, Rodolfo, on fait gaffe parce qu'on veut continuer à faire des essais. C'est insupportable. J'ai mal au bras de fou furieux. Je vous assure, je vais caler. S'il te plaît. C'est une extension de votre pensée, cette machine. Vraiment. Donc voilà, je vous résume un petit peu la ZX6R en quelques secondes. Voilà, ça c'est la ZX6R. Dans le monde merveilleux de la moto, on trouve de tout. Il y a certains constructeurs qui, ont un modèle dans lequel ils font évoluer petit à petit des modèles déjà existants. Ça donne souvent des machines qui sont plutôt chouettes. Et puis vous avez ceux qui font des tests dans tous les sens. Ils essayent des trucs à droite, à gauche. Des fois ça marche pas très bien, des fois ça arrive sur le marché un petit peu tôt, et des fois ils ressuscitent carrément des catégories qu'on pensait mortes depuis des années. Je viens de vous définir Kawasaki en 20 secondes. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier essai de l'année les amis. Vous savez, j'ai pas l'habitude de vous spoiler, mais là pour le coup je vais quand même vous le dire. Les 2 semaines qui arrivent, on va faire 2 vidéos qui vont être très différentes puisque c'est quand même la fin de l'année. Je vais vous donner la semaine prochaine. Il est mal mis mon cuir, il est pas très bien mis, c'est pas très beau. Je disais donc, je vais vous donner mon top 10 des motos qui m'ont le plus marqué en 2023, ça va être chouette, on va refaire une petite rétrospective de l'année, et forcément la semaine d'après, je vais pas vous dire quelle coupe légumes vous devriez acheter, non, je vais vous donner le top 10 des motos que j'attends le plus pour 2024, une année qui s'annonce intéressante. Mais en attendant, il faut quand même qu'on parle de ce qu'on a devant nous aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je suis dans le garage? Parce que la météo est dégueulasse et que je n'arrive pas à avoir une seule prise correcte sans qu'il se mette à pleuvoir, donc on fait le tournage en intérieur. Comme je disais donc, on a devant nous aujourd'hui la toute nouvelle Kawasaki Ninja ZX6R, un nom qui parlera aux plus anciens d'entre nous, machine qui semble-t-il avait disparu ces derniers temps, mais que Kawasaki a décidé de ressusciter de façon assez incongrue. On va voir tout ça ensemble. Donc, je voulais remercier bien évidemment nos amis de chez Kawasaki France. Oui, ce sont eux-mêmes qui nous ont prêté ce petit jouet. Donc, comme d'habitude, allez sur le site de Kawasaki et vous pourrez trouver sans aucun doute le point de vente le plus proche de chez vous qui vous permettra d'aller essayer toutes leurs merveilleuses motos vertes et pas que. Je vous rappelle qu'il y a Ninja 1000 SX 40e anniversaire rouge et noir magnifique. Essayez des ZH2, c'est bon pour la santé. Tu t'abonnes à la chaîne, c'est important. On a dépassé les 25 000 abonnés, je suis extrêmement content et je ne peux pas vous en remercier assez. Mais il faut qu'on continue les efforts car il faut qu'on se développe les amis, c'est important pour aller de l'avant sur YouTube et pouvoir partager ces vidéos qui je l'espère vous plaisent beaucoup au plus de monde possible. Il faut donner des signes forts à l'algorithme, donc abonnez-vous, c'est très important. Et le petit statut Roadstars aussi, ça si vous voulez me soutenir financièrement plus concrètement, c'est un petit abonnement qui vous donne accès à des petits avantages exclusifs assez sympathiques, comme par exemple des petits shorts en avant-première, des motos que j'essaye, ou encore sur le statut Roadstars Hornet, l'accès aux vidéos longues de la chaîne en avant-première, 24 heures à l'avance au moins. Donc ceux qui sont abonnés à ce statut, ils ont déjà vu ça. Pensez-y. La ZX6R, c'est toute une histoire. C'est une moto qui est apparue dans cette appellation il y a des décennies de cela, une sorte de petite sportive dans la catégorie donc de ce qu'on appelle les super sports, et non pas les hyper sports, ce qu'on réserve plutôt en règle générale aux 1000 cm3. Non, là il s'agissait d'une moto qui venait un petit peu se friter, se tabasser là comme ça, avec les R6, les GSX R600, Daytona 675 PS son âme. Mais cette catégorie, les amis, elle a disparu au long du temps. Effectivement, les gens n'avaient plus d'attrait pour les petites sportives comme ça, de moyenne cylindrée. Non, il y en avait que pour les grosses, les R1, les Panigale, les S1000 RR. Et il faut croire que Kawasaki ne l'entendait pas de cette oreille. Et après une dernière version 636 qui s'est éteinte en 2020, 21, bref, plus de nouvelles de la catégorie des supersports chez les Verts d'Akashi pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'ils se décident à réaccoucher de cette moto dont nous allons parler aujourd'hui. Et on va commencer par le look de cette petite Kawasaki Ninja ZX6R. Alors, William de chez Kawa m'avait proposé de la voir en coloris noir ou dans la livrée historique KRT, Kawasaki Racing Team. Et vu que la Ninja 650 de Mathilde allait sur le même coloris, je me suis dit, allez, on va se faire plaisir. Écoutez, c'est une moto que je trouve jolie, je la trouve mignonne, mais j'ai toujours un petit peu le même problème avec les sportifs de chez Kawa, c'est que je trouve qu'elle manque un petit peu d'exubérance. Vous voyez, en dehors de cette petite face avant assez acérée qui fait
fait un peu le mélange entre la ZX-10R, la Ninja 1000 SX, on a un petit peu des vibes comme ça. Et ben je trouve que la moto reste somme toute assez épurée, assez simple, ce qui est un style, hein, on se calme tout de suite, hein, ça peut plaire, il n'y a aucun problème avec ça. Mais ça manque un peu de la fantaisie qu'on pourrait retrouver chez BM, Ducat, Aprilia, enfin voilà, il manque un petit peu ce côté exubérant, ce qui ne veut pas pour autant dire que la moto ne sera pas efficace. Loin de moi cette idée. Bon après c'est vrai qu'il y a le vert un petit peu pétant, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires, vous la trouvez jolie, vous la trouvez pas jolie. Je trouve pas que ce soit une moto moche, je trouve juste que ça me pète pas assez à l'œil, en dehors du vert, voilà. Et petit point avant qu'on passe aux aspects pratiques, on a quand même beaucoup la vibe de la Ninja 650 aussi, en version plus énervée. Je trouve ça sympa parce que ça permet de se dire que les deux machines vivent un peu dans la même cylindrée, mais dans des objectifs un petit peu différents, ça on le verra après. Et bien désormais, aspect pratique, montons, qu'une huile impure abreuve nos sillons. Hop, on passe comme ça. Et là, comme d'habitude, vous le savez, c'est une tradition. Suis-je dans le cadre? Oui, je suis plutôt dans le cadre, ça va bien. Alors, il y a des petites choses à dire parce que là, attention, on est sur une vraie sportive, hein, une sportive bien radicale comme il faut. Comme vous pouvez le voir, les demi-guidons sont à peu près à la même distance de moi qu'un Paris-Lyon. Je suis obligé d'appeler la SNCF, de réserver un billet de train, et une fois que je l'ai, je vais chercher... Ça va être marrant. Donc, on est sur vraiment quelque chose d'hyper radical, hein. Les demi-guidons sont vraiment bien en dessous du thé de fourche. On sent que là, l'appui sur les poignets, sur le dos, ne sera pas, comme j'ai l'habitude de le dire dans mes essais de roadster et de trail, très négligeable. Non, non, là, il est vraiment carrément eh bien présent. Et puis, bien évidemment, on va faire comme ça. Voilà. Alors là, autant pour moi qui suis gigantesque, c'est extrêmement compliqué de monter sur ce genre de machine. Voilà, je suis vraiment sur une position qui est faite pour l'attaque, mais l'attaque vénère, avec des pieds qui sont très relevés, une garde au sol qui va être insondable sur la route, et puis sur circuit, il va falloir vous sortir très sévèrement les doigts pour pouvoir, eh bien, atteindre les limites de cette moto, et du coup, eh bien, on a tout ce qu'il faut pour vraiment attaquer très fort sur circuit. Sur la route, on aura cette sensation un petit peu de sportivité exacerbée, ce qui est très bien. En termes de hauteur de selle, on est à 830 mm, mais la selle est assez fine à l'entrejambe, donc ça permet quand même, je pense, d'avoir quelque chose de correct pour la plupart des pilotes, hein. Je pense que en dessous d'un m 70, ce sera peut-être compliqué, mais vraiment pour le coup c'est pas une moto. Regardez comment je fais le crapaud dessus, hein. Donc je pense vraiment que ça devrait aller. La selle est à mi-chemin entre, allez, je dirais, le bout de bois et le tabouret, hein, voilà. C'est pas une moto qui est faite pour faire de la route, c'est pas une moto qui est faite pour faire de grandes étapes, c'est une machine sportive qui est là pour donner un petit peu de baume au cœur, quoi, dans ces jours assez froids. Hop, je descends et je remets le son. Aspect pratique, on n'a pas des masses, protection au vent, vous voyez qu'il n'y en a aucune. Le réservoir fait 17 litres et la consommation est donnée entre 6 et 7 litres, donc on serait dans les 250 km d'autonomie en roulant tranquille avec la moto. Bon, c'est pas choquant non plus, c'est une super sport, hein. C'est pas une moto qui est vraiment faite pour faire beaucoup de routes, etc. Mais même comme ça, je trouve que c'est pas choquant, donc ça reste un bon point pour cette petite moto. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter sur les aspects pratiques? Non, j'en aurais pas énormément à rajouter sur la partie dynamique, mais toujours est-il que on va prendre la machine et on va aller rouler en ville avec pour voir si c'est un calvaire ou si ça reste supportable. Et allez les amis, on est lancé pour parler un petit peu de dynamique, hein, de cette ZX6R et ses aspects pratiques. Alors, ça va pas durer longtemps cette partie, hein. Déjà la position de conduite, il n'y a pas eu de miracle, hein. Je ne me suis pas retrouvé soudainement à une position roadster sur la moto. Non, c'est insupportable. C'est fait pour, hein, on va pas s'étonner non plus. Donc je suis extrêmement en avant, j'ai mal au bras de fou furieux. L'idée c'est vraiment d'avoir une machine qui soit faite pour l'attaque. Après, bon point quand même que cette moto a pour elle, c'est que son agilité est stupéfiante. Les 198 kg et la répartition du centre de gravité font qu'on manie la moto comme un charme. Donc en ville, elle aura au moins ça pour elle. Et comme d'habitude, chez Kawasaki, toutes les commandes sont à l'avenant. C'est-à-dire que ce soit les leviers, que ce soit même les commodos, j'en parle juste après, mais tous s'utilisent de façon extrêmement agréable. Attention à l'eau, Rodolfo, on fait gaffe parce qu'on veut continuer à faire des essais. On veut pas se retrouver à l'hôpital. Donc voilà, c'est extrêmement facile à manipuler, hein, ça y a pas de problème, c'est une petite ballerine cette moto. Et au niveau des leviers, ben voilà, ça s'utilise très bien, ils sont doux, ils sont souples, aucun problème. La petite classe de CP de Madame Leblé. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Leblé comme ça d'un coup, c'est un nom étonnant, Leblé. Bon bref,
Tout est très japonais sur la moto dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est doux, c'est agréable, il n'y a aucun problème. Le moteur est d'une onctuosité remarquable même s'il ne fait que 600 cm3. C'est un 4 cylindres en ligne qui fera pas de velours, vous pouvez passer les ronds-points en 3e, même en 4e ça se passe très très bien. Là-dessus vous n'aurez aucune forme d'inquiétude dans votre petite vie de motard roulant en sportif 600cc. Et les Komodo, eh ben, ce sont ceux qu'on a déjà vus sur pas mal de productions Kawasaki, hein, notamment la Ninja 650 de Mathilde, donc ils sont très très faciles à utiliser. Je dirais juste que les petits clignots sont pas forcément extrêmement atteignables au début, mais une fois qu'on s'y est habitué, bon, le seul truc qui fait un petit peu merdouiller, on va dire, c'est la sélection du mode de conduite où il faut appuyer, relâcher l'accélérateur, mais vous n'avez aucune indication que eh bien, il est en train d'être switché. Ça, c'est juste un truc que vous devriez corriger, Kawasaki, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas en fait. Donc bon, c'est le seul truc. Au niveau des rétroviseurs, eh ben, la visibilité est très bonne, ils sont très ajustables. Encore une fois, je pense que c'est exactement les mêmes que ceux de la Ninja 650. Donc j'ai jamais eu à m'en plaindre, je vais pas m'en plaindre ici. Ça ne vibre pas, c'est suffisamment grand pour avoir une bonne rétrovisibilité, ce qui est quand même assez rare et bon à souligner sur une vraie sportive. Donc merci Kawa. L'écran, bah écoutez, pareil que la ZH2, la ZX10R, la Ninja 650, c'est exactement la même dalle et il est lisible, il est facile à comprendre tout ce qu'il y a. En plus, bon, on a une petite bulle par-dessus qui protège un petit peu des rayons du soleil, donc à moins vraiment d'avoir ce dernier dans le dos, vous pourrez lire sans aucun problème les informations dessus. Concernant la chauffe, je l'ai un tout petit peu senti, les productions Kawasaki sont pas connues pour être des machines qui chauffent très peu, on sent quand même un petit peu que la moto monte en température. Mais c'est rien d'insurmontable, certainement pas comparable à une ZX10R ou à une ZZR 1400 qui elles sont vraiment un peu des usines à gaz à ce niveau-là. Non, là-dessus, ça reste tolérable tant que vous roulez pas en ville en plein cagnard par 35 degrés, qui n'est, je vous le rappelle, pas l'objectif de cette moto, hein, quand même, hein, soyons clairs là-dessus. Ça devrait bien se passer. La conduite passager. Est-ce que vraiment j'ai besoin d'en parler? Non, on est d'accord, hein, vous m'avez compris. Ne prenez pas quelqu'un derrière vous en ZX6R si vous tenez à la personne, ou alors si c'est pour impressionner la petite nana, le petit gars, vous voulez montrer un petit peu ce que la moto elle a dans le ventre. Bon voilà, mais s'il vous plaît, ne faites pas subir ça à des personnes à qui vous tenez vraiment, parce que ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle, c'est pas une moto qui est faite pour ça, clairement, donc on oublie. C'est une machine qui est faite pour vous et vous seul, et déjà elle vous en fera voir de toutes les couleurs, donc ça ira comme ça. Bah voilà, écoutez, hein, moi j'ai pas grand chose à rajouter sur les aspects pratiques, donc ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on passe au reste de la vidéo. Bon, bah très bien, hein, les aspects pratiques c'est vu, il n'y en avait pas énormément. On va parler maintenant du moteur de cette moto qui est autrement plus enthousiasmant. Alors déjà, comme je vous ai fait le parallèle tout à l'heure avec la Ninja 650, on a une cylindrée qui est extrêmement proche, 636 cm3, c'est-à-dire une décision qui avait été prise par Kawasaki à l'époque pour avoir un petit peu plus de coffre que une machine comme la R6 qui vraiment avec ses 600cc était encore plus creuse, et du coup on est très proche de la Ninja 650 comme ça, mais ça s'arrête là, hein, les comparaisons, puisque cette machine développe 124 chevaux, 636 cm3, 124 chevaux, et même d'ailleurs 129 avec le Ramer, hein, la techno d'air forcé, hein, de suralimentation via cette prise d'air béante, hein, qui permet à certaines vitesses de gagner un petit peu en puissance. C'est des chiffres qui sont dingues, qui sont obtenus dans une architecture qui est un 4 cylindres en ligne, hein, c'est pas un bicylindre comme la Ninja 650, et vous vous en doutez, pour aller chercher autant de puissance, il faut un nombre de tours minute ahurissant. La moto monte à plus de 14 000 tours minute, donc à mon avis ça va bien hurler même avec l'échappement d'origine, et normalement vu le couple donné pour la moto, ça risque d'être extrêmement creux cette histoire. Il y a des façons de se rattraper, on peut notamment grâce à une démultiplication un petit peu plus courte, aller chercher les tours minutes un peu plus vite et du coup avoir une sensation de pêche accrue sur la machine. Je pense pas qu'on va avoir de miracle, mais toujours est-il qu'à mon avis ça se teste sur la route et puis on en reparle après. On va maintenant passer au moteur les amis, parce que c'est quand même un truc intéressant sur cette machine, et comme d'habitude je vais vous le démarrer, il n'est pas froid, je vous le préviens, hein, donc la sonorité sera peut-être un peu moins impressionnante que d'habitude. Voilà, vous voyez, il est déjà en train de tourner, c'est un son très caractéristique d'un 4 cylindres, à bas régime et d'origine, il ne fait pas un bruit fantastique, je tourne la poignée mais très rapidement parce qu'il y a des gens autour. On sent quand même que c'est un petit peu énervé, je vous fais pas attendre plus longtemps, on monte sur la moto et on va voir ce que ça donne sur la route. Uno gan, du gan, et on y va.
Le rayon de braquage, il est pas évident. Allez, on est parti sur le moteur. Je vous le rappelle, un 4 cylindres en ligne, 124 chevaux, 636 cm3 et... Wouh. Ça gueule bien comme il faut cette histoire. Attention. Ah, ça hurle, il faut vraiment aller le cravacher dans les tours hein, parce que je vous en parlerai après, mais il a rien dans le sac en bas. Mais sinon... C'est vraiment fait pour aller se taper des rupteurs et un petit kiff comme ça, un petit pic d'adrénaline. C'est un moteur qui est quand même assez particulier, hein. C'est 4 cylindres en ligne, 636 cm3 parce que en fait il prend tellement de tours minute que la moto elle est vraiment assez creuse à bas régime hein. De 4000 jusqu'à 6500, 7000 tours minute, c'est vraiment assez triste, mais en même temps c'est normal, c'est pas fait pour autre chose hein. C'est un moteur qui est pensé un peu pour aller sur circuit. Et on ne tire pas 129 chevaux d'un moteur de 636 cm3 par miracle. Il faut faire des choses. Donc là, vous voyez, je suis en seconde. Vous voyez, elle est réactive, elle part un petit peu en avant, mais elle a pas non plus un truc incroyable qui se passe comme ça d'un coup. Il faut vraiment attendre qu'elle arrive haut dans les tours. Déjà avec un volume sonore qui est chouette, hein, parce que là, à 7000... Vous entendez que ça commence déjà un petit peu à hurler et on en a encore le double à aller chercher, donc ça c'est vraiment chouette. Mais il faut aimer ce genre d'architecture. Moi je vous avoue tout de suite, je suis pas fan, je vais la passer en troisième parce que la pauvre elle est en train d'hurler pour rien. Il faut vraiment être fan de ce genre de choses. Mais par contre effectivement si vous aimez bien les moteurs qui hurlent un petit peu dans les tours, c'est fait pour vous hein. C'est vraiment très chouette à ce niveau là, très grisant. La fameuse Moto Guzzi grisant, je sais pas si vous la connaissez. Donc voilà, je vous résume un petit peu la ZX6R en quelques secondes. Voilà, ça c'est la ZX6R. Dieu que ça hurle. Mon Dieu, ce que ça gueule. Elle gueule plus que ma conseillère Pôle emploi quand je lui ai dit que je voulais devenir youtubeur. Il est très particulier ce 4 cylindres en ligne. On dirait presque finalement une Ninja 650 x 2 en fait. C'est un peu l'idée, c'est que vous avez une moto qui a deux fois les caractéristiques presque d'une Ninja 650, 2 fois plus de cylindres, 2 fois plus de tours minute, 2 fois plus de chevaux, mais pas 2 fois plus de couple, et ça c'est dommage. Mais enfin, je comprends parfaitement la raison pour laquelle ce moteur est fait et à quoi il sert, ce pourquoi il est pensé, et ouais, c'est grisant. Même d'origine, le moteur fait quand même un bruit qui est sympa parce que vous allez chercher les tours minutes, donc c'est très cool. Il reste, comme je l'ai dit dans la partie aspect pratique, assez conciliant en ville. Là, vous voyez, je vais passer en 4ème, et regardez. Je suis en 4ème à 30 km/h, j'imagine. Tout va bien. Il reprend gentiment. Donc c'est aussi la force de ce genre d'architecture, c'est que vous pouvez rouler dans à peu près toutes les situations de façon très souple. Mais bien évidemment, si vous voulez doubler quelqu'un sur l'autoroute en 6ème à 4000 tours minute, il va falloir rétrograder un petit peu parce que vous manquerez peut-être un petit peu de patate. Ça, c'est dommage. Voilà, écoutez, j'ai pas grand autre chose à rajouter sur ce moteur de la 636. Il est phénoménal de bruit et quand on commence à aller le chercher dans les tours, c'est vraiment très sympa. Mais n'espérez pas non plus en faire le monstre d'accélération qui est une Super Duke ou même une autre moto de même cylindrée mais en bicylindre. Allez, on se quitte sur une petite dernière. Et bien voilà, nous avons évoqué El Motore et maintenant on va parler de la partie cycle de cette machine. Il y a 2-3 choses qui sont intéressantes à dire. La première, c'est qu'on est sur un cadre périmétrique en aluminium, un double longeron, donc ça c'est une formule que Kawasaki maîtrise bien. Hein. Sur la ZX10R, c'est ce qu'ils ont, sur cette moto-là, il n'y avait pas de raison de faire autrement. En termes de poids, c'est une machine qui est très légère, hein. Elle fait 198 kg tout plein fait, alors bien évidemment on peut se dire, quand même, c'est une 636 cm3 par rapport à une 1000 qui peut faire ce poids-là, on est sur quelque chose de plus léger, vous allez voir que sur le prix, c'est pas non plus la même addition. Et quand on se dit qu'on a 5 kg d'écart avec une Ninja 650 pour 2 fois la puissance, on commence à se rendre compte qu'on n'est pas du tout sur les mêmes univers en termes de sensations, de perf, etc. J'imagine que la machine sera extrêmement agile, ça on le verra un petit peu après. En termes de suspension, c'est une Showa SFF-BP, oui tout à fait, c'est indiqué juste là, entièrement réglable, donc ça c'est du très bon matériel. Pareil, l'amortisseur arrière, il va être entièrement réglable
agréable lui aussi. Personne ne va se plaindre, hein. On verra l'efficacité du système sur la route. Sur circuit, malheureusement, il faudra que vous alliez voir d'autres youtubeurs. Je n'ai pas encore accès à des pistes. On va peut-être aller voir à Montlhéry, là, vous savez, maintenant que la piste ne sera plus occupée par nos amis de chez Villebrequin. Bon bref, c'est une autre histoire. Et on a en freinage de l'étrier radial Nissin 4 pistons. Ça c'est pareil, je me fais pas spécialement de soucis. Hein. À mon avis, ça va bien arrêter la machine. C'est pareil, hein, ça se discute assez vite. Hein. Les éléments sur cette ZX6R ne sont pas pléthoriques. Hein. C'est des choses assez efficaces, assez simples. Donc on va monter sur la moto et voir comment ça se comporte sur la route. Allez, maintenant que vous avez vu ce que donne le moteur de cette machine, on va se parler un peu de la partie cycle de cette moto qui, à mon avis, doit être quand même assez impressionnante. Et peut-être le point le plus incroyable dessus... Ah ouais, ok, d'accord. J'ai tout compris. Alors sachez que la route est encore un peu humide, donc je vais pas m'amuser à incliner comme un ouf, comme si j'en étais capable, hein, mais c'est pas grave, on va faire comme si. C'est déjà de base extrêmement impressionnant. La position aide énormément, bien évidemment, à avoir un bon contrôle de la moto et à la sentir, mais on sent que le châssis, le poids, la suspension même de la moto, la fourche, tout travaille de concert pour donner une expérience qui est vraiment assez bluffante, et elle se place avec une aisance et une facilité. C'est une extension de pensée cette machine. Vraiment, on dirait pas en plus que là je penche beaucoup parce que la caméra rend toujours un peu ça étonnant en termes de positionnement, mais vraiment cette moto, elle a une agilité qui est incroyable. On aurait pu s'y attendre bien entendu d'une 600 Super Sport avec une marque aussi incroyable que Kawasaki derrière, mais franchement, une fois dessus, je vous assure que ça fait toute la différence. Regarde un petit peu ce que donne une grande courbe lancée à une vitesse correcte, on va dire. Ah ouais, non, c'est vraiment instantané quoi. Je sens en limite que la machine elle se fout de ma gueule là actuellement. Elle me dit mais jamais tu trouveras mes limites sur route, c'est impossible. C'est une des choses qui font que je trouve les sportives très séduisantes malgré le côté hyper contraignant on va dire de la position, la consommation, la chauffe et tout. C'est que ce sont des machines, vous avez toujours l'impression que vous pilotez en dessous des capacités de la moto mais constamment quoi. Et ça c'est vraiment très très agréable, c'est rassurant je trouve d'avoir une moto sur laquelle on sent que mais tu peux aller bien plus loin, tu peux freiner bien plus fort parce qu'elles ont des parties cycles qui sont totalement surdimensionnées et qui sont faites pour ça. C'est très très agréable et on va s'en remettre une couche dans quelques instants. D'autant plus que cette fourche Showa SFF BP, en plus d'être totalement réglable, elle offre vraiment un bon compromis d'amortissement. Quand je roule sur la route, là franchement je suis pas dérangé malgré encore une fois cette position qui est quand même extrêmement radicale. Et ben la moto ne me fait pas subir tant que ça les aspérités de la route, les petits dodanes, etc. Franchement, ça reste un très bon compromis entre la sportivité et l'utilisabilité au quotidien. Chapeau bas. Chapeau bas, monsieur Cyr. Allez, regardez encore un petit peu ce que ce châssis double longeron aluminium a dans le petit bidou. Ah, et c'est prodigieux. C'est prodigieux parce qu'en fait, je me sens absolument pas inquiété en penchant avec la machine, alors que pourtant je sais qu'il a plu un peu et que la route est humide, et vraiment à aucun moment j'ai une sensation d'être inquiété avec cette moto. C'est peut-être vraiment le truc le plus impressionnant sur la ZX6R, c'est vraiment son châssis et sa partie cycle qui vous donne vraiment la sensation d'être sur une sportive bien plus grosse, bien plus premium en termes d'équipement, et qui justifiera aussi peut-être son prix, on en parlera après. Ah ouais, ça se... ouais. Je penche donc je suis, comme disait l'autre. Toujours avec le petit bruit très sympa. On va arrêter de faire le mariole parce qu'on est en forêt quand même et que à mon avis les conditions sont pas les plus idéales pour pencher sec. Vu que je n'ai personne derrière moi, je vais pouvoir tester les freins. J'attends d'avoir un petit bout droit pour être certain de la sécurité. Ouf. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Alors déjà je vais me faire un peu mal. Aïe, faites attention messieurs s'il vous plaît, quand vous freinez sur cette moto. Les étriers Nissin Radio 4 pistons font un excellent boulot. Alors je regarde un petit peu la dosabilité. Ça attaque un peu ferme, un peu vite. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est beaucoup plus rassurant que des étriers qui sont très dosables mais beaucoup trop progressifs. C'est très très bien. Par contre effectivement la puissance elle est là. Hein. Ah ouais, le frein arrière... Ouais, c'est un ralentisseur le frein arrière, mais par contre, oh les étriers avant ils mordent. Ah ouais, ça pour le coup par contre très bon point parce que ça reste une machine avec des performances et des ambitions qui sont importantes.
Là-dessus, le freinage de la ZX6R ne vous décevra absolument pas. Bah écoutez, partie cycle extrêmement convaincante, à mon niveau, à mes limites, à moi personnel, je ne peux pas l'emmener sur circuit pour pouvoir vous dire si effectivement avec les réglages précis, machin, elle fera des meilleurs chronos. En tout cas sur la route, c'est rassurant, c'est incisif, c'est agile, j'adore, très très bon point. Et bien voilà, nous arrivons désormais à la partie technologie de cet essai qui, vous allez le voir, n'est pas non plus extrêmement longue. On commence par un petit écran TFT qui est emprunté à toutes les motos de la gamme, en dehors de la H2SX, et il y est sur la Ninja 650 de Mathilde, sur une ZH2, une Z900, même une ZX10R. C'est exactement le même, il est clair, il est lisible. On a une petite jauge à essence, on a des warnings, on a ce qu'il faut pour évoluer en milieu urbain et quotidien avec cette moto. Et après, en termes d'assistance, nous allons avoir 4 modes de conduite, Rain, Sport, Street et un mode user qui est paramétrable, notamment au niveau de l'arrivée de la puissance. Et ensuite, on va avoir un contrôle de traction réglable, un quick shifter up seulement, pas de down. Alors là, je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un downshift sur cette moto, sur le shifter ? Quand même assez étonnant et un peu dommage, je vais pas vous le cacher, ça. On a la connexion avec le smartphone via une application qui permet d'avoir quelques infos relayées entre le téléphone et la moto, et c'est tout. Ça s'arrête là. La moto n'a pas de régulateur de vitesse, d'anti-wheeling, toutes ces choses. Ça, ce sera pour des motos un poil plus évoluées ou de plus grosses cylindrées que la ZX6R. Écoutez, pareil, je pense que la partie technologie va être rapide. On va voir si elle est efficace et facile à utiliser sur la route. Et barbie! Bon, on va conclure cet essai en parlant un petit peu de la technologie de cette ZX6R qui n'est vraiment pas nombreuse. Comme je vous l'ai dit, il y a des modes de conduite. J'ai parlé dans les aspects pratiques qu'ils étaient un petit peu chiants à sélectionner. Et quand on va sur le mode le plus personnalisable, à savoir le mode... Je vous assure, je vais caler. Je vous assure, je vais caler. S'il te plaît. Voilà. Donc là, en mode rider, on peut paramétrer la puissance et le KTRC, le contrôle de traction, qui là est quand même en off, ce qui ne me va pas du tout. Donc là, je vais quand même faire attention parce que c'est, voilà, gentil. Et bien, la seule autre chose qu'on peut mentionner sur cette moto, c'est la présence d'un quick shifter qui passe plutôt bien les vitesses de façon assez souple, mais seulement en up et pas en down. Et ça, c'est vraiment dommageable. On aurait aimé sur une machine comme ça... qui sort en 2023, avoir quand même un shifter dans les deux directions, ça aurait été très cool. Malheureusement, nous ne l'avons pas. Voilà. Autrement, la moto est très simple, vous pouvez connecter votre téléphone dessus, comme je l'ai expliqué. Ça permet d'avoir quelques trucs supplémentaires, une connexion en direct en Bluetooth. Mais vraiment, c'est pas une machine extrêmement technologique, la ZX6R. Elle a, on va dire, le strict minimum pour faire un bon boulot sur circuit et pour vous donner une petite touche moderne. Mais ne comptez pas sur elle pour être la moto technologique de l'année 2023, ça ne sera pas le cas. Bon. Aspect pratique, inexistant, ou presque, partie cycle très acérée, moteur peu creux, mais c'est l'objectif, et puis la technologie qui est pas forcément extrêmement développée, il y a ce qu'il faut mais sans plus. Et donc tout ça, ça se négocie à quel prix ? La Kawasaki ZX6R, Ninja ZX6R, vaut 12 599 €. Dire si c'est un bon rapport qualité-prix est compliqué parce que pour le moment, et j'ai bien dit pour le moment, cette moto est dans une plage de prix sur toute catégorie où elle est un petit peu toute seule. Vous allez comprendre où je vais en venir. Donc, parlons un petit peu concurrence. Je vais évoquer 3 machines qui sont un petit peu différentes l'une de l'autre. Vous allez voir, soit en prix, en caractéristiques. On va y venir. La première dont je devais vous parler absolument, c'est la Yamaha R7. Alors oui, on est dans un positionnement en termes de moteur qui est totalement différent puisque c'est le même cœur que celui de la MT-07, donc ça sort 74 chevaux, je crois. Mais en termes de positionnement de moto, on est pile poil sur ce que cette machine propose, c'est-à-dire une moto très sportive, vraiment avec des demi-guidons qui sont placés extrêmement bas. Je l'avais essayé la R7, c'est super radical comme machine, et du coup, on retrouve un petit peu cette filiation. Par contre, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes sensations, vous n'allez pas du tout avoir la même électronique, puisque la machine n'a, pour ainsi dire, pas d'électronique, il n'y a pas de mode de conduite, il n'y a pas de traction control, etc., etc. Ça vaut moins cher aussi, en 2023, elle était à 10 000 €. Peut-être qu'en 2024, elle prendra 200-300 €. Mais voilà, on est sur des prix qui sont quand même un peu moins élevés. Et surtout, c'est une moto qui est éligible au permis A2. Elle est bridable, cette moto. Donc si vous kiffez vraiment les bécanes très radicales, que vous avez le sport dans votre ADN et que vous voulez vous faire plaisir en décrochant votre permis A2 avec une petite sportive un petit peu radicale, une R7, ça se fait. Est-ce que vous la garderez une fois que vous passerez votre passerelle ? Ça, je suis un petit peu plus dans le doute.
Ensuite, pour bien caler ça au milieu comme ça, et bien du point concurrence, je vais parler de celle qui va très probablement être la concurrente la plus directe de la ZX6R, la toute nouvelle et extrêmement acclamée Honda CBR 600 RR. Oui, le retour d'une légende absolue, votée par pas mal de magazines comme la machine la plus populaire de l'ECMA 2023. C'est tout récent, hein, c'est tout chaud, je viens de vous le sortir comme ça du four. Bon, là, il n'y a vraiment pas à douter que ça va être eh bien, l'adversaire, la némésis directe de la ZX6R parce qu'on a exactement le même truc. C'est une R6 ou une Daytona 675, c'est exactement le même genre de moto. Petite sportive de 600 cm3 qui délivre 121 chevaux dans un 4 cylindres en ligne avec 193 kg tout plein fait. Donc on est dans la spi là comme ça de la Kawa avec par contre beaucoup de technologie, un bel écran TFT, des modes de conduite, quick shifter, contrôle de glisse ABS, on n'a pas le prix encore de cette moto, hein, donc ça peut aussi déterminer si oui ou non elle va réussir à s'imposer par rapport à la verte. Je gagerais qu'en dessous de 13 500 €, ça sera une excellente adversaire pour la ZX6R et j'ai hâte de vous la tester celle-là. Et on va finir avec les gens qui ont de l'argent. Les pauvres, barrez-vous. Je présente la moto et j'arrive, je vous rejoins, hein, parce que voilà. Si vous cherchez le même genre de moto, mais en plus, vous avez l'incroyable MV Agusta F3 800R. Alors j'aurais pu parler de la RR, machin, les éditions spéciales, ça ira déjà très bien comme ça. Je vous annonce la couleur comme ça, on est bien, ça vaut 19 000 €. Donc là on est vraiment sur l'ultra haut de gamme et c'est déjà peut-être la plus belle sportive de moins de 1000 cm3 qui existe. En tout cas pour moi c'est la plus belle. L'échappement d'origine il est à se damner. Franchement c'est le genre de moto où vous dites ouais j'ai investi 19 000 €, mais est-ce que j'ai vraiment envie de la rouler cette bécane ou plutôt de la laisser dans mon salon pendant qu'un pianiste me joue du jazz? Je ne sais pas, ça se peut vraiment. Donc là on est sur une bécane qui est un peu plus énervée en termes de caractéristiques, un moteur 3 cylindres en ligne très pistoni qui sort 147 chevaux. Un petit peu plus de couple également, et puis l'électronique qui est quand même très avancée, avec notamment un régulateur de vitesse sur une petite sportive bien radicale. J'aime bien les opposer, voilà, hein, comme ça, vous le savez. On a des équipements qui sont extrêmement bons, fourche Marzocchi, on a des étriers Brembo Stylema. Ça vaut extrêmement cher, une F3 800, mais si vous voulez ce qu'il y a peut-être de plus extrême, de plus radical, de plus efficace, de plus sensationnel, bah allez trouver 19 000 €. Voilà. Cet essai est terminé, nous arrivons à la fin et je suis un petit peu mitigé parce que d'un côté, j'ai du mal à trouver l'utilité de cette machine dans un cadre quotidien. Alors attention, hein, ne prenez pas mal ce que je vais dire. Bien évidemment que les sportifs, c'est hyper chouette. Mais du coup, on se demande, est-ce qu'il aurait pas valu mieux faire comme la R6 Race, qui est un modèle non homologué pour la route, et finalement ne mettre ça que sur la piste? Parce que finalement, cette moto manque d'aspect pratique. La position est extrêmement radicale. Le moteur, il est très creux. Donc à l'usage en route, c'est pas forcément génial. Et d'un autre côté, je suis quand même très content que Kawasaki ressuscite une catégorie de motos, et Honda leur a emboîté le pas, donc c'est qu'à mon avis il y a quelque chose à faire, avec des motos qui sont un peu plus humaines en termes de puissance, peut-être un petit peu plus sympa à utiliser justement au quotidien, si on s'en sert aussi pour faire un peu de la piste, parce que sinon c'est vrai que je trouve ça un peu dommage, mais faut croire que les légendes ne meurent jamais, et Kawasaki ils savent y faire, donc on verra l'avenir de cette moto dans les prochaines années. Cette vidéo est terminée les amis, c'était le dernier essai de l'année, et j'espère qu'il vous a plu. Un grand merci encore une fois à Kawasaki France de nous avoir prêté ce petit bonbon. La prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est le top 10 de l'année 2023. J'ai hâte de vous livrer mes pépites finalement, les motos qui m'ont fait le plus vibrer sur ce millésime. Et puis comme vous le savez, abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit like et un commentaire sur ce que vous pensez de cette moto, et puis un petit peu peut-être vos sportives mid-size préférées. Le petit statut Roadstars, vous continuez à vous abonner et à me soutenir grâce à ce petit abonnement, donc vraiment un grand merci. Et le merchandising arrive incessamment sous peu. Je vous le dis, ce sera pas pour cette année, ce sera plutôt pour le début 2024, parce qu'il y a tellement de trucs à préparer pour que ce soit bien. Je veux vous donner quelque chose qui va vous faire kiffer. Je vais essayer de vous proposer un petit peu de tout, du vêtement, de l'accessoire type mug, sac de sport, gourde, histoire que vous ayez vraiment votre petit goodies Roadsters TV qui vous accompagnera au quotidien. En attendant les amis, portez-vous bien, kiffez vos bécanes. Joyeux Noël, puisque la prochaine vidéo sortira après le réveillon. Ciao!